Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le podcast After Fight. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Amaury Taurine. Amaury, comment vas-tu? Moi, ça va, écoute, la grande forme. J'espère que toi aussi et que tous ceux qui nous regardent aussi. Parfait. Je voudrais que tu te présentes, Amaury, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore sur le podcast After Fight. Mm. Ouais, écoute, que dire, moi, ça fait quelques années que je travaille dans le management d'athlètes pro. Essentiellement dans le MMA, j'ai fait un peu dans le kickboxing, mais surtout le MMA. Et puis voilà, quoi, que dire d'autre, pas grand-chose, rien de spécial, quoi. Tu travailles pour quelle boîte de management, si ça porte un Ah, nom? je travaille pour deux boîtes. Je travaille pour l'agence Man United qui est basée au Québec, qui est tenue par un Français, Manu Molinier, mais qui est basé au Québec. Et j'ai ma propre boîte de management qui s'appelle Slasher. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir manager? C'est un peu le hasard des choses en fait. C'est que moi au départ, j'étais combattant mais amateur hein, dans le sambo et j'avais rencontré quelques gars, des combattants de sambo qui combattaient aussi en MMA et qui avaient envie du coup de venir combattre plus dans l'Europe de l'Ouest, essayer d'avoir une carrière internationale, des cachets intéressants et ils m'ont dit parce qu'en fait moi j'avais fait la sécurité si tu veux sur un événement de sambo, les championnats d'Europe junior et espoir. Junior et sport, pour donner une idée, dans le sambo à l'époque, c'était 17 à 21 ans. Donc j'ai des jeunes adultes, tu vois. C'est souvent là qu'ils commencent leur carrière pro. Et moi, je m'occupais de la sécurité, mais je faisais aussi un peu vite fait les traductions, comme je baragouinais plutôt bien en anglais, en espagnol, un peu en russe. Donc du coup, j'essayais d'orienter un petit peu les gars et tout. Et il y a des gars qui m'ont dit, mais tu parles plusieurs langues et tout. Est-ce que tu sais si on peut combattre à MMA, tout ça? Donc je dis peut-être, je connais un ou deux gars à l'époque dans le milieu. Je dis je peux voir avec eux et puis de fil en aiguille en fait ça fait boule de neige en fait qui m'ont demandé encore plus, il y a plus de gars qui m'ont demandé petit à petit, j'ai dit ben pourquoi pas se professionnaliser. Moi j'étais en reconversion professionnelle du coup, donc je me suis dit pourquoi pas, ça c'est fun, j'aime bien, donc c'est parti. Et aujourd'hui, combien de combattants tu manages? Est-ce que c'est toi qui vas vers qui démarche les combattants ou c'est plutôt l'inverse? Comment Euh, ça se passe aujourd'hui pour être managé justement par toi? les deux en fait, c'est les deux, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui me contactent directement ou qui contactent l'agence en direct, ou alors moi des fois ça m'arrive justement d'aller essayer de démarcher, recruter un profil si j'ai un projet intéressant à lui proposer. Euh, sur le nombre d'athlètes, ça tu m'as posé la question. À Alors peu sur près, ouais. l'agence, ouais, sur l'agence Man United où on est plusieurs managers, il y en a grosso modo une cinquantaine. Bon, sachant qu'après, évidemment, il faut diviser par les catégories de poids, différents stades de leur carrière, etc. On essaie de ne pas avoir trop de profils qui font doublon, plus leur géolocalisation, etc. Enfin, 50, ça paraît énorme sur le coup, mais en réalité, pas tant que ça. Et moi, tout seul dans mon agence, j'en ai 12-15 actuellement. Quel est le rôle d'un manager pour un combattant? Alors, moi, à mon sens, le rôle primordial, c'est avant tout le conseil. C'est-à-dire, justement, d'essayer d'expliquer à l'athlète, en fait, le microcosme du MMA, comment ça fonctionne, surtout, évidemment, sur l'aspect professionnel. Ça m'arrive aussi de manager des amateurs, mais essentiellement, le travail, ça concerne les professionnels. Euh, donc, leur expliquer le microcosme, comment il fonctionne, c'est-à-dire les salaires de base, les fonctionnements pour les voyages, pour les visas, le déroulement dans une organisation, ce genre de choses. Il y a plein d'athlètes qui sont pas forcément au courant de tout ça et leur permettre du coup de se situer sur le marché et essayer de leur faire comprendre à leur stade, vu leur profil, euh, quel chemin de carrière ils auraient envie de faire, comment on pourrait l'adapter, quels sont les meilleurs moyens pour y arriver, et essayer du coup petit à petit d'avoir un plan de carrière qui est cohérent. La base, c'est ça. Une fois que tu as ça, une fois que tu sais si le projet de l'athlète il correspond à ce que toi tu es capable de faire, si tu vois que ça peut matcher, bah, tu peux commencer à travailler ensemble et puis après tu rentres dans la phase où il faut que ce plan de carrière devienne concret. Donc du coup, ça veut dire essayer de lui trouver les combats qui vont bien, dans les organisations qui vont bien, sous les conditions idéales, etc., etc. Et petit à petit lui permettre d'avoir la carrière dont il a envie. Voilà. Parce que pour rappeler, un combattant aujourd'hui, c'est pas lui qui se trouve les combats en fait. C'est le rôle justement du manager Eh de bien, lui ça trouver dépend. des combats. Ou est-ce qu'il y a des Ça combattants dépend. qui aujourd'hui se Tout, managent seuls? ouais, il y a des combattants qui arrivent à faire leur carrière tout seul. Après, c'est compliqué. Honnêtement, je pense que les gens réalisent pas le temps que c'est en fait le management, le fait de communiquer avec les organisations, avec les sponsors, avec tout ça. Enfin, c'est une vraie prise de tête. C'est un boulot. C'est plus que du plein temps là. Donc, il y a peu d'athlètes qui sont capables vraiment de faire ça tout seul, mais ça se fait.
Ça se fait, à l'époque, ça se faisait. Il n'y a pas toujours eu des managers, en tout cas, surtout en France. Donc, ça se fait. Mais souvent, ce genre d'athlète, c'est les coachs qui s'en occupent. Justement, tu dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de managers en France. J'ai deux questions à ce sujet-là. Est-ce que être manager, ça s'apprend sur le tas avec l'expérience? Ou est-ce qu'il y a un parcours un peu, tu sais, un parcours scolaire pour avoir des formations, type que ben, les gens qui travaillent dans le commerce, ils ont des formations pardon, en management. Est-ce que c'est la même chose ou c'est complètement différent? Comment aujourd'hui tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait justement se lancer dans le management pour... Alors, ça, c'est comme dans tout, en fait. C'est la théorie du gars. Est-ce que le gars qui a les diplômes et qui sort de l'école est plus compétent que le mec qui a les mains dans le cambouis, tu vois? C'est dans tous les métiers, c'est comme ça. On se pose toujours la question. Est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui est dans le milieu, qui a fait ses classes, tu vois, et qui a vu le système de l'intérieur, ou quelqu'un qui a appris ça sur les bancs scolaires? Il n'y a pas de vérité. Tu as des mecs qui sont très compétents dans les deux styles, si on veut, dans les deux catégories, et des mecs qui ne le sont pas dans les deux aussi, tu vois. Et de toute façon, tu es en constante formation, tu es tout le temps en train d'apprendre. Après, moi, je pense honnêtement qu'évidemment, avoir une base scolaire où on t'apprend, du coup, certaines méthodologies, que ce soit même, ne serait-ce que pour l'administratif, que pour le législatif, pour tout ça, c'est très important, honnêtement, mais pas nécessaire. Voilà, moi c'est ce que je me dis et il y a pas de vérité. Mais il y a des gars qui sont formés, qui suivent des formations, des diplômes, ça se fait. J'en connais qui sont très compétents comme ça et c'est très bien. Moi, j'ai pas fait ce cursus-là du tout. Moi, ça s'est fait par la force des choses. Moi, j'avais d'autres formations, au départ, j'étais dans d'autres milieux professionnels et ça va. Bon, je dis pas que je suis l'exemple à suivre, hein, du tout, mais bon, j'ai fait mon trou, je fais mon boulot, ça se passe bien. Voilà, je pense que c'est possible, sans passer par là, quoi. Et justement, qu'est-ce que tu penses pourquoi en France on a un retard sur le management, contrairement à des pays étrangers tels qu'en Amérique où justement la Mmh. plupart des combattants sont managés. Nous en France, pourquoi on a eu ce retard? Alors, un retard, ça dépend en fait sous quels critères. Si tu parles d'un retard, en fait, c'est pas vraiment qu'on est en retard dans le sens où en France, la plupart des managers aujourd'hui, je pense vraiment la plupart des combattants aujourd'hui sont managés. Il y a quand même pas mal de managers en France. Il y en a quand même quelques-uns qui font du bon boulot, qui ont les connexions nécessaires et qui ont déjà pas mal verrouillé entre guillemets le marché. C'est pas que c'est verrouillé, on va dire qu'ils l'ont déjà bien pris en main. Donc je trouve pas qu'on soit tellement en retard que ça. Il y a peu de combattants qui se plaignent de pas avoir de manager ou d'avoir tout bouché. Surtout qu'il y a même maintenant des étrangers, des managers étrangers qui managent des combattants français. Donc je pense pas qu'on soit si en retard que ça. On est en retard juste à l'échelle du MMA français, quoi. C'est le MMA français qui est en retard. On a moins de combattants, moins d'organisations, et encore ça devient très correct. Euh, c'est moins développé, moins de clubs, c'est moins développé que dans beaucoup de pays. Donc forcément, il y a moins de managers, mais on n'est pas en retard. Il y a suffisamment de managers pour le nombre de combattants. Pour l'instant, je trouve que c'est cohérent. Donc, voilà. Après, c'est ça, c'est sur la forme. Sur le fond, euh, c'est difficile de juger du retard. C'est très disparate. Il y a des pays où c'est plus ou moins facile en fonction de la place du sport et de la place du MMA. Et là, par contre, la France, clairement, est en retard si on compare à la Pologne, notamment, qui pour moi est la capitale du MMA en Europe. Ouais, on est carrément en retard. Donc, ça veut dire que c'est plus difficile pour les managers et les athlètes de trouver du sponsoring, du support, de l'attrait des médias, etc. Ouais, là-dessus, je te rejoins, c'est compliqué. Est-ce que c'est dur de vivre du management Mm. ou- Ben, ouais, c'est presque impossible. C'est un boulot de fou déjà. Donc il faut vraiment être prêt à pouvoir bosser énormément au-delà de l'aspect financier. Déjà en termes de pratique du travail, il faut les avoir bien accrochés, quoi. C'est vraiment c'est une galère. Donc voilà, surtout si tu travailles à l'international, moi, c'est ce que je fais quand tu te retrouves en plein milieu de la nuit à recevoir un coup de fil de ton athlète brésilien parce que tu comprends, il n'a pas pu embarquer dans l'avion pour le combat qu'il a à faire le lendemain et que chez toi il est 4 heures du mat. Il faut se le sentir, tu vois. Tout le monde ne fait pas ce boulot sur le long terme, tu vois. Donc déjà en termes de pratique, c'est compliqué d'en vivre. C'est un mode de vie qui est très exigeant. Ensuite, d'un point de vue financier, ouais, c'est hyper compliqué parce qu'il y a très très peu d'athlètes déjà en France qui sont capables de vivre du MMA. Presque pas.
Voilà. Et puis même ceux qui le font, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Hein. C'est une carrière sportive et c'est pas du football. Les athlètes, ils n'ont pas des contrats où tous les mois ils ont un salaire mensuel qui leur arrive dans la poche, quoi. Sur une grosse blessure, ta carrière peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est très compliqué du coup d'avoir un business plan sur le long terme, de planifier. C'est très très compliqué. Donc ouais, c'est très difficile. Faut bosser comme un fou. Moi, je fais que ça, H24 tous les jours. J'ai pas de vacances. Voilà, moi je fais que ça, quoi. Moi ça va, mais c'est pas le cas de tout le monde. La plupart font ça en complément. T'as des gars qui sont coachs, qui sont je sais pas, psychologues, peu importe, qui ont d'autres boulots à côté et qui font ça en complément, quoi. On sait qu'un combattant, quand il a gagné son combat, je vais parler hors prime, il a justement de l'argent à reverser, que ce soit à son entraîneur, Ouais. que ce soit à son manager, que ce soit. Enfin, il y a un tas d'argent à donner. On sait qu'il ne garde pas tout pour lui. Les impôts. Est-ce que voilà, les impôts aussi. Est-ce que le manager, c'est celui qui a le plus gros pourcentage, justement, après le combattant, bien sûr, dans ce. Non. Non, non, du tout. La personne extérieure au combattant qui a le plus gros pourcentage, c'est les impôts, selon où il combat. Donc, à savoir, hein, souvent, on entend souvent parler des primes aux États-Unis, on entend souvent les primes de l'UFC, de tout ça. Tu combats aux États-Unis, déjà, tu as 30% d'impôts qui te tombent sur la gueule, quoi. Voilà, donc déjà, ça fait mal. Genre, tu vas à la PFL, tu as gagné ton million, tu es content. Ben, déjà, le million, tu enlèves 30%, déjà. Après, ça dépend comment c'est fait, parce que tu as des boîtes de management où souvent le coach fait aussi office de management. Bon, ça les empêche pas d'avoir d'autres managers, mais souvent il y a ça. Et là, du coup, ça peut chiffrer assez vite parce que du coup, la personne concernée, la personne en question, prend une commission en tant que coach et en tant que manager. Donc, ça peut chiffrer assez haut. Tu as le coach qui prend un pourcentage. Bon, souvent, ce qui se fait, c'est dans les 10, 10, 15, 10, 15, parfois 20. Voilà. Et le manager, généralement, c'est à peu près autant, voire moins. C'est souvent du 10 chez les managers. Ça dépend des conditions. Aujourd'hui, je suis un combattant français. J'ai envie d'être managé par toi, Amaury. Comment je peux te contacter? Comment se fait le contact? Par Tinder. Non, mais comment Ça se fait le match? contact? Ben, ouais, non, pas trop. Non, 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 franchement, je sais pas. Moi, je dirais, ouais, tu peux me contacter par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est magique, hein. À l'époque, il y avait l'annuaire. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, quoi. Ça paraît fou, en fait, mais c'est la réalité. Ça marche très bien par les réseaux sociaux. Bien sûr. Après, moi, j'avais un site internet, mais là, on l'a arrêté. Je risque d'en refaire un de ces quatre, où il y avait toutes les infos nécessaires dessus. Mais en fait, une fois que tu es un peu installé, si tu veux, une fois que les gens te connaissent un petit peu dans le milieu, que déjà les coachs te connaissent, les promoteurs te connaissent, ton contact il circule assez vite, quoi. Donc c'est pas compliqué de me contacter, vraiment. Tu travailles avec quelle organisation? Bon, je travaille à peu près avec tout le monde, hein. Bon, il y a deux trois organisations que je me suis déjà pris un peu la tête avec les promoteurs où c'était pas toujours carré, toujours réglo. Il y a eu des prises de tête, je travaille plus avec eux, ça arrive. Ça arrive, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais globalement, je travaille à peu près avec tout le monde, quoi. Voilà. Après, il faut savoir, hein, des fois, c'est compliqué de négocier avec certaines organisations qui négocient déjà avec beaucoup de managers, avec beaucoup de monde. Et ils ne sont pas forcément hyper concernés, hyper intéressés par toi, petit manager qui fait ça depuis quelques années et tout, qui est en France. Des fois, ils s'en foutent un peu. Donc, il faut avoir les bons arguments pour. Ou alors, des fois, ça arrive, hein, c'est un secret de polichinelle. Tu t'arranges avec d'autres managers qui sont plus ou moins implantés du coup dans certaines organisations et du coup tu passes par eux. C'est un peu le jeu du téléphone arabe, tu vois. C'est un peu ça. Est-ce que tu as déjà managé un combattant UFC ou est-ce que c'est un objectif pour toi aussi? Parce que j'imagine que les managers ont, comme les combattants, des objectifs de commencer par des petites organisations et d'emmener et d'aller Ouais. vers la plus haute. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que pour l'instant c'est encore un objectif pour toi? Hmm. Alors la plus haute, l'UFC, ça dépend encore une fois du plan de carrière. C'est pas comme au foot, si tu veux, où tu as une pyramide en fait des compétitions où elles sont toutes plus ou moins prestigieuses et tu as la compétition ultime. Souvent en France, on le voit comme ça parce qu'on a l'habitude justement du foot, du rugby, de ces sports-là. En fait, dans le MMA, c'est pas le cas. Ça dépend avant tout de ton profil. C'est un certain profil du coup pour qui la meilleure place possible, ça peut être le One, ça peut être la PFL, ça peut être le Bellator, et il y en a d'autres pour lesquels c'est évidemment l'UFC. Et généralement, c'est l'UFC, mais ça dépend vraiment. C'est-à-dire que quelqu'un, je te donne un exemple, hein, mais quelqu'un dans une catégorie où il y a beaucoup de concurrence, par exemple un lightweight, un welterweight, tu vois, euh, s'il a déjà 36-37 ans, débarquer à l'UFC, c'est compliqué. Dans le sens où à l'UFC, c'est pas dit que tu puisses toujours enchaîner les combats. Si c'est pour combattre une fois par an, avant que tu montes dans le classement, que tu arrives à avoir des combats intéressants, etc. Si tu as déjà plus de 40 ans, je veux dire, t'es plus dans le coup. Tu vois.
Auquel cas, quand tu es à ce stade de carrière, ton Graal, ce serait plutôt la PFL, où en une saison, tu peux faire ton million. Tu vois. Il faut vraiment le raisonner en fonction du profil. C'est pas toujours l'UFC le Graal. Après, la question de savoir si moi j'ai déjà managé des combattants UFC, non. J'ai déjà managé des combattants jusqu'à l'UFC. Au moins, l'UFC appelle. Et là, c'est parti en cacahuète à chaque fois. Et ça a fait que voilà, j'ai déjà amené des combattants à l'UFC. Est-ce que je les ai managés quand ils étaient à l'UFC? Non. D'accord. Justement, à l'heure actuelle, pour moi, le manager le plus connu sur la planète MMA, c'est Ali Abdelaziz. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça déjà. Si, enfin oui, ouais, c'est le plus connu. Il fait un boulot monstre. Ouais, bien sûr. Ouais. Comment tu penses qu'il en est arrivé là aujourd'hui et il a une ribambelle de combattants, c'est impressionnant, tous les combattants qui managent. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas tout seul, justement, dans sa boîte de management Dominance MMA. Ah, il y a peu de boîtes où les gens sont tout seuls. Hein. C'est rare, c'est rare. Ça prend tellement de temps. Ça prend tellement de temps, tu peux pas tout gérer tout seul. Honnêtement. Après, en fait, c'est une méthodologie de travail aussi. Hein. C'est qu'en fait, t'es pas toujours à la pêche. T'es pas toujours. T'as un athlète et tu vas aller devoir démarcher toutes les promotions, etc. Ça marche pas comme ça. Il y a un moment aussi où tu as un circuit en fait qui tourne, où tu sais, je te dis n'importe quoi, je caricature, mais tu sais que ton athlète, de ses débuts jusqu'à 5-6 fights, toi, tu t'entends bien avec telle promotion, telle promotion, telle promotion qui peuvent lui apporter ce qu'il lui faut. Donc, tu travailles avec eux. Donc, déjà, une fois que tu as déjà le contact qui est lié et tout, tu gagnes du temps. Une fois qu'ils dépassent les 10 combats, admettons, qui commencent à avoir une valeur qui est un peu compliquée pour ces promotions-là à donner, ben, tu as telle promotion avec qui tu as l'habitude de bosser, tu le fais passer là-bas. Et après, évidemment, tu vas chercher le Graal. Quoi. Voilà. Donc, tu as une méthodologie qui fait que des fois, tu vas avoir beaucoup d'athlètes, mais malgré tout, sur le plan de la recherche de combat, ça peut aller vite. Après, tu vas perdre plus de temps sur les sponsors, etc., mais ça marche un peu pareil. Ensuite, je me suis un peu perdu. La question, c'était. Excusez-moi, tu m'as demandé. Comment tu penses qu'il en est arrivé là? Et est-ce Comment qu'il il n'y en est avait arrivé là? pas Ouais, ça. un petit côté Ouais. notoriété aussi? Parce qu'on sait que ben, il a managé Khabib. Donc, Mm. je me dis que, tu vois, actuellement, ben, tous ses cousins, que ce soit Mm. Islam, que ce soit Oumar, ils sont tous en Ouais. train de se faire manager par lui. Est-ce que le fait d'avoir un gros combattant dans ta boîte de management, ça Le en ramène cocotier. aussi d'autres? Ou c'est vraiment que le côté business, contact? Bon, ben, Mm. ce manager, il a des contacts avec telle organisation, donc on va avec lui. Ou C'est il y a sûr. les deux, en fait. Alors, moi, je pense qu'au départ, il sort pas de nulle part. Je connais pas tout l'historique d'Ali Abdelaziz, hein, un petit peu, mais comme je suis pas certain, tu vois, je vais pas en parler là, ça sert à rien. Mais c'est déjà quelqu'un, je pense, qui avait les bonnes connexions, qui avait des moyens derrière, qui avait déjà une base qui était solide, qui avait déjà le réseau, etc. Une fois que tu as ça, après, ce qui marche pas mal, en fait, c'est d'avoir une bonne affinité avec certains clubs. Quand tu as une super affinité avec certains coachs de bon niveau, tu vois, qui sont compétents, un club qui fait du bon boulot, ben, c'est hyper pratique. Tu sais que dès qu'ils vont sortir un athlète de bon niveau, si tu as une bonne relation avec eux, il y a de grandes chances qu'ils t'en confient la gestion de carrière. Donc, si tu arrives à avoir comme ça une bonne relation avec un club monumental, un club de top niveau comme tu peux avoir au Daghestan, ben, déjà, tu as fait une bonne partie du boulot. Déjà, tu sais que tu as une pépinière qui va te filer des profils hyper intéressants. Voilà. Et pour peu que ben, derrière, tu aies un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, un circuit de compétition qui est intéressant, où par exemple ces combattants-là peuvent intéresser, par exemple, au niveau de leur profil, des organisations comme le Brave, comme le UAE, tu vois, ben, tu sais que tu vas les faire passer là pour qu'ils puissent faire leur classe et montrer qu'ils ont le niveau, grandir leur fanbase, etc. Et une fois qu'ils sont prêts, bim, directement vers l'UFC. Tu vois, c'est un circuit qui est bien roulé. Et une fois que tu as ce circuit-là, tu sais, c'est comme partout, on donne qu'aux riches. Une fois que tu es installé, une fois que tu as le pouvoir, tout est beaucoup plus facile et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Voilà. Tout à l'heure, on parlait du retard que la France a sur le MMA. Quand il y a eu la légalisation du MMA en France, qu'en as-tu pensé? Et est-ce que ça a changé quelque chose au niveau management pour toi? Est-ce que ça t'a fait accélérer un peu le contact avec les combattants? Qu'en as-tu pensé? Euh, alors, ouais, alors, déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de la légalisation du MMA en France? C'est une super nouvelle, évidemment, parce que bon, un vide juridique, ça a du bon, des fois, faut dire la vérité, des fois beaucoup moins. Là, je trouve que c'est une bonne reconnaissance déjà pour tous les athlètes qui se sont bougés le cul et qui ont voulu ça. T'as des athlètes, enfin des athlètes et autres hein, qui se sont mobilisés pour ça. Moi, je pense à toutes les légendes de l'époque, des mecs comme Cyril Diabaté, les frères Scavo, enfin, il y en a tellement, tu vois. Donc, rien que pour eux, déjà, c'est une juste reconnaissance, tu vois, de tout le travail qu'ils ont accompli. Parce que c'est pas juste un sport, c'est pas juste une passion, c'est un vrai boulot. Donc, ça méritait bien ça. Après, qu'est-ce que j'en ai pensé donc ça, c'est sur le fond, sur la forme. Moi, j'ai
très vite, je suis contre le système fédéral tel qu'il fonctionne en France. Je suis pas pour. C'est souvent un guêpier, en fait, parce que tu as un bourbier. Tu as plein de gens, en fait, qui sont déjà du milieu, qui ont déjà des intérêts, qui ont déjà des relations, et qui, du coup, s'appuient un petit peu, tu te trouves un peu sur un espèce de vase clos. Du coup, ça fait des jalousies, ça fait des suspicions, ça fait plein de problèmes, et c'est jamais vraiment sain. D'ailleurs, on le voit, toutes les fédérations ont des problèmes. Il y a toujours des problèmes géopolitiques, c'est toujours Games of Thrones dans toutes les fédérations, c'est un truc de fou, quoi. Et je pense qu'il faut remettre ce système-là en question. D'autant plus c'est un monopole. Si tu as une fédération qui gère le sport et qu'on fait ce qu'il en veut, ça ne peut que mal finir. Moi, ce que j'aurais aimé, moi, qui n'ai pas de jaloux, ce serait que toutes les fédérations de sport de combat aient le droit de développer leur MMA, tu vois. Qu'ils puissent dans leur sport enlever les règles, enlever des barrières, enfin, enlever les règles, élargir les règles de façon à avoir un règlement type MMA, tu vois, qu'ils puissent faire évoluer leur discipline, leur école martiale, et qu'après on puisse se confronter dans divers événements organisés par un tel, ou pourquoi pas des événements privés, peu importe, tu vois. Tout le monde aurait eu sa part du gâteau, il n'y aurait pas eu de jaloux, il n'y aurait pas eu ces conflits-là, puis que le meilleur gagne, tu vois. Et je pense que ça aurait même fait grandir le sport, dans le sens où on aurait peut-être vu, je te dis n'importe quoi, mais si les judokas demain ils te disent on va développer notre MMA, tu vois, avec notre grosse base de judo, mais s'il faut, dans 20 ans, ça deviendra l'école numéro 1 du MMA, tu vois. On va peut-être revoir des profils à la Ronda Rousey et tout, qui massacraient tout le monde. C'est possible. Tu peux retrouver ça dans la taille, avec des profils comme Vanderlei Silva. Tu peux retrouver ça dans la lutte, avec des profils comme Khabib, dans le sambo, dans plein de choses. Donc, je trouve que ça aurait été le meilleur développement possible en termes sportifs, aussi bien qu'en termes organisationnels. Après, en ce qui concerne mon contact avec les combattants, ça m'a rendu service parce qu'il y a des événements en France. Voilà, officiellement et légalisé sous les règles MMA, donc évidemment que c'est un vrai plus. Après, moi, je commençais déjà à travailler avant la légalisation, ça fonctionnait déjà, donc bon, pas quoi. Et j'avais une dernière question. Quand tu vois des organisations qui payaient pas beaucoup les combattants, et là actuellement on a une Mhm. organisation, je pense à Ares, qui arrive à donner 10 000 euros aux combattants. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette différence d'argent entre les organisations? Est-ce que ça te donne plutôt envie d'aller justement envoyer des combattants combattre à Arès? Parce qu'en termes d'argent, ils vont gagner plus là-bas que par exemple s'ils vont combattre dans des organisations, je ne vais pas dire moindres, mais où ils gagnent moins, quoi. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que combien gagnent les uns les autres, personne ne le sait. On peut sortir des chiffres, on peut sortir du marketing, on peut sortir des articles de journaux, des articles de podcasts, peu importe. Non. Non, non, un contrat, c'est un contrat, c'est secret. On n'est pas censé révéler ce qu'un tel ou un tel gagne. Ça marche pas comme ça, en tout cas pas ici. Donc, c'est très compliqué d'évaluer. Des fois, on peut avoir un a priori parce que telle ou telle organisation paye plus ou moins, et en fait, c'est pas toujours le cas. Ça dépend du profil du combattant, ça dépend des événements, ça dépend de plein de choses. Donc déjà, il faut sortir un peu du marketing. Par contre, je te rejoins. Arès a une politique économique intéressante, notamment pour les athlètes. Ça veut pas dire qu'ils gagnent tous 10 000 euros par fight. Voilà, faut se sortir ça de la tête, c'est pas vrai du tout. À l'inverse, tu as d'autres organisations qui ont la réputation parfois de pas très bien payer, alors que les grosses têtes de leurs organisations touchent du 10, 15 000, ça arrive aussi. Mais eux, ils n'ont pas les médias qui poussent dans ce sens-là et qui leur donnent l'étiquette du gros payeur. Donc, faut relativiser un peu là-dessus. Mais globalement, ouais, le MMA, ça paye pas, donc c'est très compliqué, surtout sur le sol français. Mais je trouve que les organisations françaises font de plus en plus d'efforts et au final, à l'échelle de ce qu'il fait en Europe, un athlète de bon niveau en France peut toucher autant que dans les grosses organisations européennes. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Bon, peut-être pas autant que dans le KSV, que dans vraiment les plus grosses, mais ça se fait. Amaury, on arrive en fin d'interview. Chez After Fight, à la fin, il y a le Five. Le Five, c'est un questionnaire de 5 questions. Hmm. T'es prêt? Ouais, mais est-ce que toi, tu es prêt? Parce que fais gaffe, hein, je peux me lâcher sur les réponses aussi. Vas-y, c'est porte ouverte pour les Vas-y, dis-moi. réponses. Donc, le combattant que tu aurais aimé manager Ah, depuis le début de ta carrière, et j'ai envie de répondre à ta place, mais vas-y, vas-y. Misha Tate. Non, non, non. Non, c'est un Bah homme si. justement avec qui tu Alors, partages un podcast, ouais, carrément. Ouais, Game, Arnaud. Game Talk. Est-ce que tu aurais Ouais. aimé manager ce combattant? Parce que j'ai entendu dans des podcasts avec lui, il avait manqué de ça justement à l'époque. Mhm, c'est vrai. Je t'écoute. Bah, Bah, Arnaud, déjà, je ouais, te Arnaud. laisse répondre à la question quand même. Ouais, non, mais clairement, au-delà du plaisir d'un point de vue juste professionnel, ouais, Arnaud Lepont, j'aurais adoré, bien sûr. Parce que c'est un mec qui a une vraie personnalité, qui a un vrai style, qui a des ambitions, qui a un profil hyper intéressant
en tant que sportif, mais aussi en tant que personne, quoi. Ceux qui le connaissent pas, Arnaud Lepont, ancien combattant du One Championship, franchement, allez voir sa highlight sur YouTube, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça aurait été un pur kiff. Après, c'est compliqué parce qu'il a cette image, tu sais, complètement ouf. C'est un peu une rockstar à l'ancienne, tu vois. Donc, au niveau des sponsors en France et tout, ça aurait peut-être pas toujours été évident, encore que. mais à l'étranger, ça aurait cartonné. Hein. Ouais, bon, ça dépend le sponsor que tu vas chercher. C'est sûr, tu vas pas lui chercher Hello Kitty, quoi. Mais si tu vas chercher, je sais pas, moi, tu vas chercher Durex, je suis sûr, il le sponsorise avec grand plaisir, quoi, tu vois. Ou un truc un peu rock'n'roll, Pride or Die, pourquoi pas, tu vois, des marques un peu rock. Ouais. Non, ça aurait été un kiff. J'aurais vraiment adoré. Ouais. Puis c'est un gars qui est droit, qui est carré, qui a des principes, qui a des valeurs. Moi, j'aurais kiffé bosser avec, quoi, c'est clair. Et je dis pas ça parce que c'est mon pote, hein, parce que d'habitude, je dis pas que du bien de lui. One FC ou UFC en organisation, tu préfères laquelle? D'un point de vue de manager, du coup. Ouais, de tous les points de vue même. Ouais, UFC. Avec tout le respect que j'ai pour le One, plutôt UFC. L'UFC souvent pointé du doigt, mais moi je trouve quand même ils ont fait des choses exceptionnelles. Ils ont réuni quand même la plupart des meilleurs athlètes de l'époque, même s'ils n'ont pas eu Fedor. Et ça, c'est les boules pour moi, tu vois. J'aurais kiffé, c'est le point noir pour moi de l'UFC. Sinon, ouais, UFC, j'adore. Franchement, j'adore. Et puis on critique souvent, on dit que c'est des mauvais payeurs, machin et tout, mais si tout le monde va là-bas, c'est pas pour rien. Et je pense que si tu te comportes bien, si tu fais le taf comme il faut et tout, il y a moyen de faire de belles choses là-bas. Et heureusement qu'ils sont là, vraiment. Donc, ouais, UFC. Je vais te mettre dans la sauce un peu. À l'UFC 270, t'étais plutôt Team Ngannou ou Team Gane? Bon, honnêtement, je n'ai rien à cirer. Je suis pas porte-drapeau. Moi, le mec, il peut avoir un drapeau bleu-blanc-rouge, je me sens pas concerné. Honnêtement, je m'en fous total. Alors, je sais que c'est pas, surtout en ce moment, c'est pas mainstream de dire ça, mais moi, j'ai rien de nationaliste et je m'en tape complet. Je trouve ça bien, tu vois, parce que j'habite en France, je sais qu'il y a plein de combattants français qui en chient, donc c'est bien qu'il y ait une avancée sur le MMA français. D'ailleurs, j'ai déjà discuté avec Fernand Lopez une fois, je l'ai remercié pour ce qu'il avait fait pour le MMA français, même si c'est pas vraiment pour moi. Mais c'est vrai que je connais tellement d'athlètes qui en chient pour qu'il y ait une belle image, pour tout ça. C'est vrai qu'il a fait progresser les choses là-dessus. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tu vois, mais objectivement, il mérite quand même ça. Donc vraiment, ouais, je me suis prononcé là-dessus, je le cache pas. Mais moi, à titre perso, j'en ai rien à foutre. Le mec, il peut être français, il peut être camerounais, il peut être ouzbek, je m'en tape. Donc, j'avais pas vraiment d'attache viscérale, tu vois. Je m'en fous un peu. Après, d'un point de vue tactique, j'ai mis longtemps à me décider. Tu vois, dans le podcast avec Arnaud, on en parlait souvent, j'hésitais et tout. À la fin, il m'a dit, vas-y, prononce-toi. J'ai dit, je pense que techniquement, tactiquement, Ngannou. Je pensais qu'il allait gagner. J'avais misé sur lui. Et d'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages d'insultes. Mais c'est pas une volonté de dénigrer Cyril Gane ou quoi que ce soit, pas du tout. Je pense juste que j'avais été surpris par les progrès que faisait Ngannou depuis qu'il était aux USA. Et je me suis dit, ça va peut-être devenir difficile pour Cyril Gane, qui est encore jeune, hein, dans le milieu, enfin dans l'UFC, tu vois, l'air de rien, il a une carrière éclair et tout. Voilà, j'étais plutôt sportivement plutôt Ngannou, mais le cœur, je m'en foutais complètement. Voilà. iPhone ou Samsung? Moi je suis Xiaomi, moi, j'ai téléphone chinois, moi je suis team China à fond. Ah ouais, d'accord. Et dernière question, ton repas préféré? Chili con carne. Ah, moi, je suis un trash. Le chili, ouais, j'adore le chili. Ouais. Ça marche. Ben, Le cassoulet aussi, je suis de Toulouse, j'assume cassoulet. Mais j'adore les haricots rouges surtout. Mais ouais, chili et cassoulet, moi, tu me rends heureux. Hein, bon, faut pas qu'il y ait une femme sous les draps, hein, la pauvre. Hein, mais sinon, ouais, chili à fond, bien sûr. Amaury, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vais te laisser le mot de la fin pour le podcast After Fight. Ouais, bah écoute, le mot de la fin, déjà un remerciement pour toi. Franchement, c'est top. Hein. Je te remercie vraiment de me donner la parole et de m'inviter de temps en temps pour que je dise mes conneries. Donc c'est cool. Franchement, ça tue. Et puis, bref, allez, j'en profite un peu. Juste, ce serait cool. Tu vois, moi, ce que j'essaie de faire à mon humble niveau, c'est d'essayer de donner une image un peu plus cool, naturelle, décontractée, moins balai dans le cul du milieu sportif en général. Voilà, je parlais déjà un peu de ça, même avant d'être dans le MMA et tout. Je trouve qu'il y a trop ce truc un peu langue de bois, politiquement correct, carré, il faut des beaux costumes, il faut bien parler, il faut être bien coiffé, tout ça. Voilà, moi j'essaie de donner une image un peu plus cool et tout. Moins d'animosité, plus de fun, tu vois, tu peux chambrer les gens, rigoler un peu, mais moins trash talk, les insultes, les mamans, tout ça, c'est pas cool. Donc juste voilà, là-dessus, j'aimerais bien juste transmettre ce message. Tranquille les gars, pétez un coup, regardez les fights, kiffez, et puis voilà, marrez-vous au lieu de vous chier dessus, quoi. Voilà. Super. N'hésitez pas à aller suivre Amaury sur ses réseaux, ainsi que sur le podcast Game Talk. Vraiment, vous allez bien rigoler. Et voilà.
Force à toi pour Ouais, la ben, suite. n'hésitez pas à vous abonner à Afterfight aussi, parce que c'est cool. L'air de rien, tu es super actif, tu publies un max de vidéos avec des athlètes qui ont des choses à dire, donc c'est top. Donc, ouais, donc suivez-nous sur OnlyFans, tout ça, partout. Allez-y, foncez. Merci Amaury, à bientôt. Merci à toi, ciao.